de type divisé pour régner. Euh, divisé pour régner, donc c'est le fait de décomposer un problème en sous-problèmes. Résultat pour répondre au problème de départ. Bien. Donc, tu m'as dit qu'on a vu donc, la fouille dichotomique, la multiplication de nombres. Que représente Donc, ça, c'est l'algorithme général. Donc, on a appelé schéma, n'est-ce pas? Puisque, dépendamment donc, de la fonction ici, de la combinaison, de la décomposition, etc., et la résolution du problème. Donc, dépendamment donc, de toutes ces fonctions, on va trouver un algorithme donné. C'est pour ça qu'on parle de schéma, puisqu'il regroupe plusieurs algorithmes. D'accord? Bien. Maintenant, que représente ce théorème? C'est la résolution de la récurrence de PA. En fait, c'est celui qu'on a fait dans le TP2, si je me rappelle bien. Exact. Mais après, on a essayé de l'interpréter, n'est-ce pas? On a essayé donc d'interpréter. Est-ce que tu peux l'interpréter? Alors, monsieur, si on a souhaité le temps d'exécution d'un algorithme, Oui, A et B sont des constantes données. oui, Donc ici, on donne le temps d'exécution d'un exemplaire n en fonction de l'exemplaire n sur C et ok, n. Et ok, selon les valeurs de A et C, on a une complexité qui est différente. ok, d'accord. Donc en fait, tu as décrit un petit peu ce qu'il y a dans cette page. Mais moi, Oui. ma question est un peu plus loin. Donc je la pose à tout le monde. Qu'est-ce qui peut m'interpréter ce théorème? Donc dans le cas des algorithmes de type divisé pour régner. Donc je l'ai fait la dernière fois. Ok, Mohamed Erhali, j'ai pas bien. Erhali, Erhali, oui, c'est Mohamed, tu as la parole. Oui, monsieur. Vas-y. Monsieur, A, c'est le nombre d'appels aux fonctions. Récursive, effectivement, A, c'est le nombre d'appels de la fonction récursive. Oui, Et monsieur. après, B, c'est le euh, nombre de sons. des sommes. Ok, euh, d'accord. Donc, ça, c'est les appels récursifs. Donc, je vais mettre ici appel. Je pense que c'est important donc d'écrire quand même récursif. Donc, de fonction. D'accord? Après, B, que représente B? Ce terme-là, BN. Le temps d'une multiplication. Le temps de multiplication. Donc, dans le cas de la multiplication de deux nombres, ça représente le temps d'addition, comme ce que tu as dit tout à l'heure. Mais l'addition, qu'est-ce qu'elle peut faire dans le cas de la multiplication de deux nombres? Elle permet de combiner les résultats pour trouver le résultat final. D'accord? Oui, monsieur. Oui. La combinaison. Combinaison donc des résultats. Mais aussi la décomposition. Donc avant la combinaison, il y a la décomposition. Donc tout ça, on le regroupe dans ce terme B fois N. Décomposition. D'accord? On va commencer par décomposer les exemplaires en sous-exemplaires. Donc ça, c'est composition.
D'accord? Après, lorsqu'on a terminé les sous-problèmes, donc résolu les sous-problèmes, on va les combiner. D'accord? Bien. Qu'est-ce qui peut me dire que représente C? C'est le Algorithme nombre C pour lui. C'est le d'exemplaires. nombre, c'est le Le nombre nombre d'exemples. Trois en de Exactement. solutions. Exactement, c'est le nombre d'exemplaires. Donc, et que représente D? C'est Mohamed? Monsieur, le temps d'exécution du problème simple. Le problème simple lorsque n est égal à 1, dans ce cas-là. N'est-ce pas? Le problème Oui. simple, donc effectivement. Dans le support, je pense que vous avez B, donc il faut mettre D. J'ai rectifié, je ne vous ai pas donné la bonne version. C'est bon? Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? OK. Donc on passe. Donc ici on a vu effectivement la fouille dichotomique. Après on a vu l'arithmétique des grands nombres. Donc lorsqu'on utilise cette expression du produit, on peut générer un algorithme à partir de là, donc qui consiste à décomposer U en Wx, V en YZ, n'est-ce pas? Après, on fait le produit, et le produit nous donne cette expression-là. L'avantage de cette expression par rapport à celle-là, c'est quoi? C'est que les nombres WY sont plus petits que les nombres U. Exact. Les nombres, ou plus précisément la taille de ces nombres, effectivement, est plus petite, elle est de taille la moitié de U. Donc la taille de W, X, Y, Z, les termes qui apparaissent ici dans cette expression de droite, ont une taille de moitié par rapport à la taille de U et de V. Donc de l'expression qui est à gauche. Donc ici, on a espéré avoir un algorithme plus simple, plus efficace. Donc, on a déduit donc cet algorithme qui découle directement de la formule précédente. Donc, on calcule S qui est égal n sur 2. Après, on récupère W et X à partir de U en faisant la division par 10 à la puissance S et en faisant donc le reste de la division par 10 à la puissance S. On récupère W et Y. Et de la même manière, on récupère Y et Z. C'est bon? Et selon la formule, donc on a xy multiplié par 10 à la puissance n, c'est-à-dire de n, plus la multiplication wz, plus la multiplication yz multiplié par 10 à la puissance s, et finalement donc le terme xz. C'est bon? Donc maintenant, je vais demander à Fatem Zahra, Shahid. Tu m'entends, Fatem Zahra? Bonjour monsieur, vous Bon, m'entendez? oui, très bien. Peut-être si tu peux parler un peu plus fort. Donc, la question, quel est l'ordre de cet algorithme? C'est quadratique. Il est quadratique. Pourquoi il est quadratique? Comment tu as trouvé qu'il est quadratique? Monsieur, dans un premier temps, on a trouvé que, on prend que T de n égale T de n sur 2. Ok, donc tu exprimes le temps en fonction donc, des temps précédents, pour des valeurs plus petites. D'accord? Donc tu peux faire soit la démonstration directement, ou bien utiliser quoi? Le théorème. Utiliser le théorème. En utilisant le théorème, effectivement, on avait trouvé la dernière fois que c'était n au carré, la quadratique. Maintenant, est-ce que ça représente un intérêt par rapport à la méthode classique? C'est Je pense
c'est non. beaucoup parce qu'on aura beaucoup à Dans les calculer. deux méthodes, La question à Fatem Zahra, après tu peux intervenir. monsieur, c'est non, parce que dans les deux méthodes, on a trouvé que c'est quadratique. Exact, oui. D'autres réponses? Quelqu'un a parlé tout à l'heure, oui. J'ai dit qu'on n'aura pas d'amélioration par rapport à Exact. parce que Il n'y a pas d'amélioration par rapport à un algorithme classique parce qu'un algorithme classique, lui, il va multiplier chaque chiffre par tous les autres chiffres, n'est-ce pas? Donc ça va être aussi un n au carré. Mais comment est-ce qu'on a réussi quand même à améliorer l'efficacité? Donc, Abdel Hakim, peut-être ça s'appelle effectivement les grands chiffres, voire les 30 millions de chiffres, ou voir où on a fait on a fait des ordinateurs avec grande performance de calcul. non. Sinon, on augmente le nombre d'appels. Sinon, On augmente le nombre d'appels A. non. D'autres réponses? Donc, je reprends la question. Qu'est-ce qu'on a fait pour améliorer cet algorithme? Parce que cet algorithme, donc, il est de même ordre que l'algorithme classique. Donc, ça ne pose pas de problème. On a dit non, ça, c'est un algorithme qui n'est pas intéressant. Donc, on l'a transformé. On a transformé. Diminuer. Oui, pour diminuer cette. Comment est-ce qu'on a fait? On diminue A. La question Non, est posée à tout le monde. si Abdelhakim, tu as eu ta. En tout cas, je pense tout à l'heure, Oui. je vais poser la question à quelqu'un d'autre. Je veux qu'une autre personne me réponde. Je reprends la question dans le chat. Auquel on a Exact. attribué Exact. d'autres appels réflexifs. Exact. Dans cette expression, combien y a-t-il de produits? Un Monsieur, produit, 4 produits. c'est 4 produits. Donc, on a introduit trois variables, Pour diminuer le nombre de produits. c'est ça, qui nécessitent chacune un produit, et on exprime notre produit en fonction de ces variables. Donc, pour calculer le produit de U et V, on va faire uniquement donc 3 produits, donc pour calculer ces 3 variables. Et c'est ça ce qui nous a donné donc le nouvel algorithme qui est l'algorithme B. Donc on fait la même chose, on récupère, on décompose U et V de la même manière que tout à l'heure, mais cette fois-ci, on ne va pas calculer 4 fois le produit, on va calculer seulement 3 fois. Et c'est ça, en fait, qui va nous permettre de réduire le nombre d'appels récursifs, comme ce que tu as mis dans le chat. Donc, parce que T de N est égal à combien? 3 fois Tn sur 2. Exact. Donc, seulement 3 fois au lieu de 4. T de N sur 2. D'accord? Et donc, nous avons notre A et notre C. On peut utiliser l'algorithme, le théorème, et on va retrouver que cet algorithme est de cet ordre. Okay? Donc, encore une fois, on a réussi à améliorer l'efficacité de l'algorithme en introduisant 3 variables qui nécessitent chacune le produit de facteurs composés de n sur 2 chiffres, donc qui sont de taille n sur 2. Donc, ce qui nous a permis donc d'avoir ici 3 au lieu de 4. Et c'est ça ce qui a fait qu'on se retrouve avec un algorithme plus efficace. C'est clair? Merci. Des questions? Ok. Des questions? Bien. Quel est l'autre exemple, Wissal? Quel est l'autre exemple qu'on a vu? Monsieur, la multiplication matricielle. La multiplication matricielle.
Effectivement. Mais avant, ici, je vous avais demandé de faire la trace, n'est-ce pas? On avait commencé la trace la dernière fois. Donc, de cet exemple, est-ce que vous l'avez fait? On a commencé, mais Oui. est-ce que vous l'avez terminé? Qu'est-ce qu'il a terminé? Oui, oui. Comme toutes les choses qu'on peut apprendre, au fait, au début, c'est très bien, c'est difficile, mais après, une fois qu'on l'a fait, ça devient facile, on peut le faire de façon plus rapide. Au fait, c'est un arbre, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Parce que chaque fois, on compose par deux, décompose par deux, donc on va trouver un arbre binaire. Mais il faut compléter la trace pour vérifier qu'on trouve bien le produit des deux nombres. Oui. Je vais prendre. Je vais prendre ici. Donc, si tu dis très long, je vais prendre un autre exemple. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui est-ce qui a fait le produit que j'ai demandé? Qui est-ce qui a fait la trace? Personne? Ok. Donc, on a dit qu'on va appeler P. Donc, je vais prendre un autre exemple, peut-être un peu plus simple. Heureusement, on ne voit pas trop bien le. Après, vous pouvez toujours compléter l'autre. Oui. Donc, je vais demander à Abdelhakim, je vais avoir de me suivre. Donc, nous allons faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on va calculer? Ici, on va calculer quoi? R, à quoi est égal? On va calculer R. Donc, en fait, nous avons ça. On va faire cet appel. Donc, on va commencer par calculer S. À quoi est égal S? À quoi est égal N ici? Abdelhakim. Désolé, monsieur. Monsieur, désolé, je vais couper mon micro. N, c'est 21. OK. Donc, N, S, à quoi est égal? C'est 2. N est égal à 2. C'est la taille des nombres. Il y a deux chiffres. Et S, c'est N sur 2, c'est-à-dire S est égal à Abdelhakim. C'est 1. C'est égal à 1. Bien. Donc, W à quoi est égal? On décompose 13. À quoi est égal W? Donc, je vois déjà de bonnes réponses. 3. Égal à 1. W, c'est la partie gauche. Et X, c'est la partie de droite. Donc, X à quoi est égal? 3. 3. Y à quoi est égal? 2. Et enfin, Z à quoi est égal? X. 1. Bien. Donc maintenant, on va calculer R. Mais R, c'est une multiplication. Donc, on va faire le produit donc de B
W plus X, c'est-à-dire W plus X, c'est-à-dire combien? 4. Et de quoi? Y plus Z. 3. 3. Bien. Donc maintenant, on va calculer ceci. Donc le S à quoi est égal? 1. C'est le N qui est égal à 1. Ici, Égal à 0. c'est égal à 0, mais au fait, on va rentrer ici. Je ne vois pas, je vais déplacer les fenêtres. Donc si N est petit, donc si N est égal à 1, donc on a dit la dernière fois, donc on peut simplifier, si c'est N égal à 1, donc N est égal à 1. Donc qu'est-ce qu'on va retourner? On va utiliser la multiplication classique. La multiplication classique, 4 fois 3, donc combien ça donne? Je t'écoute. 12. 12. Donc, on va terminer donc ce calcul-là. Donc, le R, on aura calculé le R. Au fait, le R est égal à cet appel-là. Donc, il va être égal à 12. Donc, ça, c'est le premier appel. Maintenant, on va faire un second appel de B pour calculer P. Donc, P égale donc W et Y. Et là, Y, c'est celui-là. Donc, c'est W et Y. C'est-à-dire 2. Donc, d'accord. Donc, pardonnez-moi, ici, c'est un B. Ok. Donc, on va faire cet appel donc, de la fonction multiple B pour 1 et 2. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va exécuter, Abdelhakim, pardon. Qu'est-ce qu'on va exécuter? Cette partie ou cette On va. On a N est petit, donc on va faire la première partie. N est égal à 1, donc on va faire plutôt donc l'algorithme classique qui va nous donner quelle valeur? Combien? 2. Bien. Donc maintenant, on va passer au calcul de Q. Donc on va faire le calcul de Q. Donc Q égale B de quoi et de quoi? Et de 3 et de 1. 3, donc XZ, donc 3 et 1. D'accord? Et là, qu'est-ce que va retourner comme valeur? 3. 3. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner cette expression. On va retourner P, cette valeur 3, multiplié par combien? 10 à la puissance de 10 à la puissance 2, plus, 10 à la puissance de. donc c'est 2 ici, pardon, ça c'est un 2, plus, donc R moins P moins Q, R c'est-à-dire 12 moins 5, 7. donc moins 7, donc en fait plus, donc ici c'est un 7, multiplié par 10 à la puissance combien? 0. 1. Plus Q qui est égal à combien? Q est égal à 3. Est égal à 3, donc ça c'est la dernière valeur, c'est Q, plus 3. Ok, donc ça donne combien? Combien? 73. 73, d'accord? Donc si on fait le produit 13 multiplié par 21, donc directement, on trouve que c'est 3, 1. Donc ça c'est 1 multiplié par 13. Ensuite c'est 6 et 2. Il y a un petit problème.
c'est 273 normalement. C'est 200, c'est normalement, C'est où est-ce qu'on a fait 200. l'erreur? Où est-ce qu'on a fait l'erreur? C'est le calcul de, c'est ce calcul-là qui, c'est P. Donc P c'est 2. Donc ici c'est 2, n'est-ce pas? Donc on voit que c'est P multiplié par 10 à la puissance 2. C'est pas 3, c'est P, c'est 2. Parce que avant, monsieur, vous avez écrit P au lieu de Q. Vous avez Ok, écrit PP. effectivement, c'était au fait, Oui, c'était pas bien écrit. Ok, oui. d'accord. Donc ça c'est bien P, d'accord? Et le dernier c'est Q, d'accord? Parce qu'au fait, c'est dans l'ordre. Ok. Donc ces deux, au fait, ça nous donne ici 2. Donc c'est ça ce qu'on dit. Donc ici, au fait, on vient de faire la trace pour deux nombres de taille 2. Donc ça marche. Mais monsieur, on n'a rien gagné en termes du temps. Ok, on va voir donc quel est l'ordre de cet algorithme. Quel est l'ordre de cet algorithme? De n carré, C'est de n carré? Ok. Si vous me dites n au carré, donc on va écrire t de n à quoi est égal? Abdelhakim. T de 1 à quoi est égal? Je t'écoute. Est égal à une constante, n'est-ce pas? Produit de deux chiffres. C'est clair? Maintenant, t de n à quoi est égal? Donc, il y a de bonnes réponses. On doit appliquer le théorème. Avant d'appliquer le théorème, il faut d'abord déterminer t, à quoi est égal t. Donc, on va décomposer. On a vu que le théorème. Oui, On a vu que vas-y. le théorème de TPA. T2. C'était de n sur 2 plus Bn. Ok. T de n. 3 T de n sur 2. Ok, on va voir. Donc Tn sur 2. Donc plus Bn. Donc ça, c'est correct. Ensuite, combien est-ce qu'on appelle la fonction mult b? On l'appelle une fois, deux fois et trois 3 fois. fois. Pour, Donc, c'est pour ça qu'il y a 3. Donc, il faut résoudre, pour trouver la complexité de l'algorithme, il faut résoudre ce système d'équations de récurrence. Donc, on peut le résoudre de plusieurs manières. Une des manières, c'est d'utiliser le théorème. Et le théorème, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne que c'est de l'ordre de n log de 3 en base 3. 2, et ça nous donne ceci. Donc, l'ordre, c'est ça. Et ça représente une amélioration par rapport à l'algorithme de tout à l'heure et de l'algorithme classique. Abdelhakim, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, parfait. Des questions? Bien. Donc, on continue. Donc, je sais qu'on a déjà vu ça, mais je pense que c'est pas, on n'a pas vraiment perdu si on l'a revu parce que ça permet donc de mieux comprendre ce qui se passe. Bien. Donc, par la suite, on a considéré un autre problème, un problème donc de multiplication matricielle. Donc, l'algorithme classique est de quel ordre? L'algorithme classique est de n au cube, n au cube, effectivement. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de décomposer donc les matrices en 4 parties. Donc ici, au fait, nous avons, c'est pas bien
noter, mais ici, nous avons une matrice, une première matrice, une deuxième matrice. On va décomposer la première matrice en quatre zones, si vous voulez. De la même manière, la deuxième matrice. Donc, ce qui est là, ce n'est pas uniquement un nombre, c'est une matrice. C'est une d'ordre n sur 2. Et donc, là aussi, dans un premier temps, on va le faire de manière directe. Si on le fait de manière directe, donc on va se retrouver avec donc le calcul de CA1 qui nécessite deux multiplications, le calcul de C12 qui nécessite deux autres multiplications, ainsi de suite. Donc pour compléter le calcul, on a besoin de faire 8 multiplications. Et on trouve un T, donc T de 1 lorsqu'il s'agit d'une matrice limitée à un scalaire, en fait, on va avoir un nombre constant. Et lorsque T de n donc, est différent de 1, donc on va trouver T de n plus un temps pour la décomposition et combinaison des résultats. On va le modéliser par Bn. Ici, bien entendu, je me suis trompé, c'est n sur 2. Donc, on passe d'une matrice d'ordre n à des matrices d'ordre n sur 2. Et quel est le facteur qu'on va avoir ici? C'est 2. 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 3. Ok, c'est 2 à la puissance 3, c'est combien? Ici, on peut les compter, en fait. Donc, on a un produit. 8. On a 8 produits à faire de matrice. Et si on utilise le théorème, on va se retrouver avec donc T de n d'après le théorème appartient à combien? À quel ordre? Log de n à la puissance 3. Log de n à la puissance 3, tu dis? 3. En fait, c'est log n. Donc là, il va donner n à la puissance log de quoi? 3. De 8 en base 2. Il se trouve que le log de 8 en base 2, c'est combien? 3. C'est 3. Donc on trouve un algorithme cubique qui est de même complexité que quoi? Classique. Que l'algorithme classique. Donc là, non plus, on a gagné en termes de temps et d'efficacité. C'est clair pour tout le monde? Oui. Bien. Donc Strassen, quelqu'un qui a donc réfléchi à ce problème, il a essayé de réduire le 8. Il a réduit à combien? À 7. À 7. Donc on ne va calculer que 7 produits au lieu de 8. C'est-à-dire M1, ainsi de suite, jusqu'à M7. Tous ces produits impliquent des matrices d'ordre n sur 2. Et donc, par exemple, le C11, c'est M de 1 plus M. Essayons de vérifier ceci. Et pour cela, on va supposer que n est égal à 2.
Donc C11 à quoi est égal? D'après l'algorithme de Strassen, donc c'est là, 2. C'est quoi M2? C'est cette valeur, n'est-ce pas? Plus M3, c'est cette valeur. Donc c'est A11, B11, plus A12, plus, pardon, multiplié par B de 1. Donc on voit bien que c'est ce qu'on veut, en fait. C'est ça le C11. Et on peut vérifier que tous les autres fonctionnent également. Donc encore une fois, ici, il y a une erreur, il faut rectifier ce que vous avez dans le support de cours. Est-ce qu'il y a des questions? Donc l'algorithme de Strassen produit un algorithme plus efficace que l'algorithme classique, dans la mesure où ici on va avoir, au lieu de log 8, on va avoir log 7. Et log 7 est inférieur bien sûr à log 8 qui est égal à 3. Donc il y a une amélioration. Est-ce que c'est clair? Donc, oui? Oui, c'est clair. Ok, parfait. Donc, ce qu'il faut faire, il faut prendre, par exemple, deux matrices d'ordre 4, par exemple, et essayer de vérifier que ça. D'accord? Essayez de vérifier, parce qu'on a pris ici une matrice d'ordre 2, donc c'est quelque chose de simple. Essayez de prendre une matrice d'ordre 4. Et donc, deux matrices d'ordre 4, essayez de faire le produit. Vous allez avoir ici une quatrième ligne. Donc, c'est la seule manière qui va vous permettre de vous convaincre un peu de la méthode. C'est clair? Donc, la dernière fois, il me semble qu'on est arrivé là, n'est-ce pas? Oui? Monsieur, la dernière fois, sur l'enregistrement, on est arrivé jusqu'à la, la multiplication matricielle. Non, on n'a pas fait ça, je pense. Sur On n'a pas l'enregistrement, vu cette sur l'enregistrement, il n'y a pas cette partie-là. Sur l'enregistrement. Ok. D'autres remarques? Mais est-ce que cette partie est claire? Donc, cet algorithme de Strassen. Oui, c'est clair. C'est clair, au fait, c'est une présentation, donc je n'ai pas fait de démonstration. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est à vous de vérifier que ça marche vraiment. D'accord? C'est à vous de vérifier que ça marche vraiment. Donc, vous pouvez peut-être prendre une matrice un peu plus grande que ce qu'on a considéré tout à l'heure et voir ce que ça donne. OK? Bien. Des questions? Quelqu'un me dit qu'on a déjà vu ça. Peut-être qu'il n'est pas dans l'enregistrement. Mais... C'est bon? Donc, on passe maintenant à un autre problème. Un problème donc qu'on rencontre dans le cryptage. Donc, c'est un protocole de cryptage qui était inventé en 1976 et qui a donné lieu à un algorithme célèbre qui est l'algorithme RSA. Pour Riemann, Shamir, quelque chose. C'est un protocole de cryptage. Donc ici, deux personnes veulent communiquer. Donc la première personne et la deuxième personne, la personne A et la personne B. On suppose qu'il y a une personne F qui écoute un peu leur conversation. Donc, ils veulent communiquer sans que la tierce personne puisse
comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Donc ici, on suppose qu'ils vont se mettre d'accord sur un nombre, un grand nombre, et ce nombre doit être premier. Donc en présence de la troisième personne, aucun problème. Et après, donc ils vont tous générer, se mettre d'accord, pardon, sur un nombre G qui est entre 2 et P-1. D'accord? Donc, première étape, pardon. Première étape du protocole, c'est qu'ils se mettent d'accord sur un nombre P et un nombre G. Le P, c'est un grand nombre. Plus il est grand, plus le protocole sera fiable, sera difficile à casser le cryptage. Et le G doit être compris entre 2 et P-1. C'est clair jusque-là, Abdelhakim? Oui, oui, monsieur. Maintenant, ici, dans son coin, si vous voulez, la personne A va générer un nombre aléatoire qui a la particularité d'être inférieur à P. Et de la même manière, dans son coin, c'est-à-dire caché de tout le monde, la deuxième personne va générer un nombre B aléatoirement inférieur à P. Maintenant, la première personne va calculer A comme étant G à la puissance A, ce nombre aléatoire, modulo P. Et il va l'envoyer à la deuxième personne. Et la deuxième personne va calculer B. Donc, il va l'envoyer donc à la deuxième. Il va envoyer le A. La deuxième personne va calculer petit b de cette manière-là, c'est-à-dire G à la puissance B, généré à son tour. Et donc, à la réception de A, la deuxième personne va calculer donc le A qu'il vient de recevoir à la puissance B modulo P. Il va obtenir Y. Et de la même manière, la première personne va calculer X en mettant ce qu'il va recevoir de la deuxième personne, donc la personne B, à la puissance A modulo P. C'est ça, le X. Maintenant, le X va être égal à Y. C'est-à-dire que le message va être transmis à Y, donc ils vont se mettre d'accord sur la parce que X est égal à Y. Vous pouvez le démontrer. Est-ce que X est égal à Y? Est-ce que c'est évident pour vous? Oui, non? Pour moi, non. Oui? Pour moi, non. Ok. Donc, on va prendre un peu de temps pour le démontrer. Donc, au fait, je vous donne peut-être 5 minutes pour le démontrer. Donc, dans un premier temps, donc, comme exercice, montrer qu'en général, Z modulo P à la puissance N modulo P est égal à Z à la puissance N modulo P. Et après, on va essayer de trouver ce résultat. Prenez un stylo, une feuille, essayez de faire, c'est ce que je peux faire aussi. Oui, qu'est-ce qui parle? Ayoub? Je ne sais pas qu'est-ce qui a parlé. Des questions?
Donc, c'est ça ce qu'on veut démontrer. Ok, est-ce que quelqu'un a une idée? Comment démontrer cette égalité? Monsieur, Oui, on peut commencer par des armes à gauche. ok. Comment? Monsieur, pour Z modulo P, on peut l'écrire comme étant Z moins une constante fois P. Ok, d'accord. Ok, donc on va procéder comme ça. Donc, mais moi, je vais écrire plutôt ça. Z, en fait, c'est une constante. Donc, je vais appeler K multiplié par P plus H. Oui, une minute, s'il vous plaît. Oui, entrez. Oui. عليكم السلام بخير صحة لاباس الله يبارك فيك بارك الله فيك اييه نسيت هذاك واخا لالا بارك الله فيك شكرا شكرا بارك الله اييه اييه الله يجازيك بخير اييه بارك الله فيك شكرا بارك الله فيك bien donc si on écrit ça comme ça on va essayer donc déjà le premier terme qu'est-ce que va nous donner donc Z modulo P à la puissance n modulo donc va nous donner combien? Donc Z, Ça va donner Z oui, moins KP, Z moins KP à la puissance N. oui mais déjà ici, donc Z modulo P, qu'est-ce qu'elle va donner si Z est égal à cette expression? H. H. Donc c'est H à la puissance n, n'est-ce pas? Modulo P.
Bien. Maintenant, calculons le deuxième terme. Donc, Z, on va d'abord commencer par Z à la puissance N. C'est KP plus H à la puissance N. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Un K prime. Quoi? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme méthode? Je ne vois pas de réponse. On peut. Leibniz, pourquoi Leibniz? C'est quoi Leibniz? Il voulait dire que A plus P à la puissance N, il va développer par Leibniz. Ok, donc c'est comment? C'est, je pense, c'est la somme de K égale à 0 jusqu'à N. D'accord, donc on va dire I, n'est-ce pas? Ah Jusqu'à oui. N, oui. De C, NI, c'est NI. fois Donc N ici, n'est-ce pas? KP P, puissance K, KP. ok, Kp puissance I, n'est-ce pas? Notre variable muette, c'est I, multiplié par Ah, le H puissance I moins, le puissance N moins I. exact. Donc ça, au fait, ça c'est le, je pense, que c'est le binôme de Newton. Je pense que On c'est l'appelait ça. aussi Leibniz en prépa. Ok, parfait, parfait. C'est bon. Ok, donc ça, c'est cette expression. Donc, lorsqu'on va calculer le modulo P, parce que c'est ça ce qui nous intéresse, donc, qu'est-ce qui va rester? Donc, lorsqu'on va calculer modulo P, donc tout ça modulo P, qu'est-ce qui va rester? On va enlever tous les termes qui ne sont pas des facteurs. Oui, donc C'est juste le tous les termes vont disparaître, vont être nuls, sauf le terme lorsque I est égal à N. Euh, ou à 0. à 0, à 0, à 0, Plutôt à 0. Lorsque I à est 0. égal à 0. D'accord? Donc, lorsque I est égal à 0, nous avons ici 0n, donc c'est 1, n'est-ce pas? Donc 0n, c'est bien 1. On ne prend rien sur n, donc formellement, donc c'est 0 factoriel sur n factoriel n. Qu'est-ce que j'écris? Peut-être je l'ai écrit à l'envers ici. En tout cas. On écrit n0. Non, ça donne 1. Ça donne pas Et le N en bas. c'est comme ça? C'est le contraire. Donc c'est n factoriel sur 0 factoriel multiplié par la différence. Donc c'est n factoriel, donc ça donne 1. Donc pour i égale à 0, ça donne 1 multiplié par quelque chose, donc on fait ici par 1, ici ça, donc quelque chose à la puissance 0, ça donne 1, 1 par h à la puissance n. Donc lorsque p égale le modulo p, tout ça modulo p, ça nous donne h Puissance N. à la puissance n. Mais, donc, au fait, parce que Zn modulo P, donc ça nous donne tous les termes et celui-là modulo P, bien sûr. Donc, tous les autres termes vont disparaître. Donc, le seul terme qui va rester, c'est h à la puissance n modulo P. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok, donc tous les termes vont être nuls, sauf pour i égale à 0. Le i égale à 0, donc va nous donner ce terme. Okay.
Donc, on vient de démontrer l'égalité. Sinon, monsieur, on pouvait juste factoriser le terme qui était à droite. Ici, factoriser. En fait, le terme qui est à droite, on peut l'écrire comme étant z à la puissance n moins une constante fois p. Et le terme qui OK, était à gauche, il y aura toujours z à la puissance n et les autres termes iront de p. On factorise, puis on va tomber sur le même résultat, en fait. OK, d'accord. Donc, il y a plusieurs manières de démontrer. Donc, on a ce résultat. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, donc on va continuer. Donc, une fois qu'on a ce résultat, donc on peut démontrer au fait que donc le x qui est égal ici, le x qui est égal p à la puissance a modulo p est égal, donc égal ça. Comment est-ce qu'on va déduire que x est égal à égal? Donc x est égal ça. Au fait, on va ici remplacer b par sa valeur, parce qu'au fait, b, ce n'est rien d'autre que ça. Oui. Donc, c'est x égale b. B, c'est quoi? J'ai la puissance b modulo Exact, p. j'ai la puissance b modulo p. Le tout modulo p. Exact, à la puissance a, n'est-ce pas? Puissance a. Puissance a. Modulo p. Et en principe, en utilisant ce qu'on vient de démontrer, on peut déduire que ça, c'est combien? G à la puissance pa modulo p. Excusez un peu de cette écriture. D'un autre côté, y, À la puissance. pardon, y, c'est à la puissance b, et a, ce n'est rien d'autre que g à La la puissance puissance. a modulo p. Exact, Le tout modulo p. La exact. puissance b modulo p. Donc, à la puissance b, modulo p. Et ça, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, à quoi est égal? La puissance b a modulo p. Ça, c'est donc g à la puissance ab modulo p. Et ça donne exactement le même résultat. Donc, on peut déduire que, quoi? Que x égale à y. X égale à Y. En fait, c'est-à-dire qu'ils ont la même information. Donc, ils vont pouvoir partager la même information. Donc, la personne A et la personne B vont partager la même information sans que la troisième personne puisse la détecter. Parce qu'elle elle ne voit pas ni X ni Y, elle ne voit que A et B. Et vous pouvez vous amuser à essayer de détecter le X et le Y à partir des informations qui sont échangées. Donc, toutes les informations, donc, sont les informations qui sont échangées, qui sont donc disponibles à tout le monde et en particulier donc à la tierce personne. Vous allez pouvoir l'information X ou l'information Y. Maintenant, d'après vous, pourquoi est-ce qu'on demande à ce que P soit grand? Pour avoir plusieurs possibilités. Pour avoir plusieurs possibilités. Oui, d'autres réponses? J'attends encore. Reprends la question. Pourquoi on considère dans ce cas-là, notre batterie est faible, petite urgence.
C'est bon? Je reprends la question. Pourquoi est-ce qu'on demande à ce que P soit grand? Donc, j'ai déjà entendu la réponse de Hakim. Exact. Donc, il y a Ali Merib qui me dit pour ne pas décrypter facilement. Effectivement. Parce que, regardez, supposons que P est égal à 2. Un petit nombre. Donc, G compris entre 2 et P moins 2, ça donne 1, donc même pas 2, entre 2, ça ne marche pas. On va prendre P égale à 3. Si P égale à 3, alors G doit être égal à quelle valeur? C'est quelque chose entre 2 et 3 moins 1, c'est-à-dire G à quoi est égal? G est égal à 2, effectivement. G est égal à 2, n'est-ce pas? Parce qu'elle est comprise entre 2 et P moins 1. Si P est égal à 3, donc ça donne 2. Donc on a la valeur de G. Maintenant, on va demander, par exemple, ici à la première personne, de choisir une valeur inférieure à P, aléatoirement. Donc, que va être cette valeur? Quelles sont les valeurs possibles de A? 2 et 1. A, 0. peut-être, donc 1, peut-être 2, c'est tout, puisqu'elle doit être inférieure à P. Donc, seulement deux valeurs. Donc, on va calculer A, c'est G. Donc, déjà, Fouad sait, puisque P égale à 3, il sait que G est égal à 2, de toute façon, c'est connu. Donc, A va calculer ça, il va envoyer le A. Le A, il est disponible. Donc, pour obtenir ce A, Fouad va dire que le A, lui, peut être soit 1, soit 2. N'est-ce pas? Donc, il a ça. Et après, donc, lorsqu'il l'envoie, donc, le B va calculer Y avec ça. Donc, Fouad va se mettre à sa place. Il va se dire que c'est Y est égal à A. Donc, A, il l'a. Mais B, à son tour, peut être égal à 1 ou à 2. N'est-ce pas? Puisque, de toute façon, B est égal à 1 ou à 2. Donc, Fouad va calculer A à la puissance 1. Et après, il va calculer A à la puissance 2. Il va considérer tous les cas possibles de B, puisqu'il n'y a que seulement deux cas. Donc, il va quand même calculer pour A, pour B égale 1 et pour B égale 2. Donc, il va trouver un Y. En fait, il va trouver deux valeurs de Y différentes. Donc, il va dire que c'est soit l'une, soit l'autre. OK? La même chose, il peut calculer X, il va trouver que ce sont deux valeurs différentes. Donc, il saura quelle est la valeur échangée. OK? Monsieur, Oui. monsieur, pourquoi on va prendre P premier? OK. Pourquoi est-ce qu'on prend P premier? Parce que on fait des modulos. Lorsqu'on calcule les modulos, je pense que c'est pour cette condition. Euh, je sais pas. Je pense qu'il faut peut-être reprendre la démonstration. Je pense que cette formule n'est vraie que si P est premier. En fait, je n'ai pas la réponse en tête. Ok.
On t'entend, je ne sais pas qu'est-ce qui parle, mais on entend si tu peux désactiver, s'il te plaît. Donc, je n'ai pas une réponse à cette question, peut-être parce que je ne me rappelle pas de la réponse. Ce que je sais, c'est parce que ici on calcule modulo P. Donc, pour qu'on ait cette condition, pour qu'on ait cette équation, il faut qu'elle soit premier. Donc, je vais vous demander d'aller creuser un petit peu plus dans les références, essayer de voir un peu les deux. D'accord, monsieur. Euh, Parce que lorsqu'on calcule les modulos P, si P est premier, on est sûr que la valeur donc, du modulo va être entre 0 et P moins 1. Si P n'est pas premier, je pense que cette condition ne sera pas toujours vraie, je pense, mais je ne suis pas sûr. Donc, pour résumer, je n'ai pas la réponse à ta question. Donc, puisque tu te poses cette question, donc je vais te demander d'aller creuser un petit peu plus. Parce que dans donc, l'algorithme RSA, on demande à ce que P soit premier. Et au fait, toute la difficulté, c'est la décomposition. Euh, euh, Après, on va prendre P égale. Non, je risque de dire des. Donc je vais m'arrêter là. OK. D'autres questions? Bien. Donc, ici, on voit que pour donc, implémenter ce protocole, donc c'est un protocole parce qu'il y a des calculs, des échanges, il y a une génération donc il y a une génération de valeurs aléatoires, après il y a un calcul, il y a un échange, après on récupère, et il y a notre calcul. Donc, c'est pour ça qu'on parle de protocole. Donc, dans ce protocole, il est question donc de calculer l'exponentiation. Et on suppose que B, c'est un nombre entier, A aussi, et donc on va parler d'exponentiation discrète. C'est-à-dire qu'on va calculer G à la puissance une valeur entière. Je ne sais pas, par exemple, G à la puissance 100. Donc l'exponentiation ici, en fait, l'exposant, c'est un nombre entier. Donc il n'y a pas de virgule. C'est pour ça qu'on parle d'exponentiation discrète. C'est bon? Donc l'exponentiation discrète. Donc si je vous demande de calculer A, ici c'est un petit 1. Donc je voudrais, si je vous demande de calculer A à la puissance P, donc probablement vous allez faire de cette façon-là. Ici, on calcule donc. Excusez-moi. Ok. C'est pas ça ce qu'on veut calculer. On veut calculer G à la puissance A modulo P. Donc c'est ça ce qu'on veut calculer, c'est ça ce qu'un protocole. Donc dans un premier, on va calculer G à la puissance A. Donc pour cela, on peut le faire dans une boucle. Donc on initialise A à 1. On va multiplier par A autant qu'il y a de A. Donc, donc ici c'est correct, puisque ici le A, c'est le A qui est là. Donc ici c'est correct. C'est un grand. Donc on va partir de 1 jusqu'à grand A, et à chaque fois on va multiplier par G. De cette façon-là, on va pouvoir calculer G à la puissance A. G à la puissance A, grand A. Une
on a terminé le calcul. Ce qu'on va retourner, c'est le A là, le A qui, donc, G à la puissance grand A modulo P. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est clair. Donc, c'est une boucle. Et donc, je pense que c'est ça. Lorsqu'on a un produit modulo P, on peut dire que c'est lorsqu'on a xy modulo P est égal à x modulo P fois y modulo P lorsque P est premier. Je pense que ça, donc c'est pour ça qu'on demande à ce que P soit premier. Si P n'est pas premier, je pense qu'on n'a pas cette égalité. Mais là aussi, on peut essayer de le vérifier. Bien. Donc, si grand A est petit, donc on peut utiliser cet algorithme, mais quelquefois, le grand A est très grand. Et par conséquent, et G aussi peut être très grand. Par conséquent, donc au lieu dans un premier temps, de calculer G à la puissance et après faire le modulo, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire le modulo au fur et à mesure. Donc, à chaque fois qu'on multiplie par G, on va calculer le modulo P. Ce qui fait, on va pouvoir manipuler des nombres très grands. On va pouvoir manipuler des nombres pas très grands. OK? Donc, je recommence. En général, le G est grand. Si le P est grand, le P aussi il est grand. Le P est grand, c'est pas grave. De toute façon, on doit calculer le modulo P. Par contre, lorsque G et A sont grands, au lieu donc de calculer tout ce nombre qui risque d'être très grand avant d'effectuer le modulo, on va effectuer le modulo au fur et à mesure. C'est-à-dire, dans notre calcul, on va, au lieu de calculer donc tout le G à la puissance A, au fur et à mesure, lorsqu'on va multiplier par G, on va calculer le modulo. À chaque itération, on calcule le modulo. Ce qui va nous permettre de manipuler des nombres inférieurs à P à chaque itération. Alors que là, ça peut exploser, on peut vouloir manipuler des nombres très grands. C'est clair? Oui. Oui. Donc, j'essaie de voir le chat. Oui. Donc, je réponds à la question de Alilou, Sofiane. Pardon. Allamou, Sofiane. Il me dit que si les nombres sont très grands, le temps de traitement sera important aussi. Ah oui. Donc, le cryptage, en particulier RSA, prend beaucoup de temps. Le décryptage également. Donc, c'est pour cela que le RSA est un bon algorithme de cryptage, mais son inconvénient, c'est qu'il prend beaucoup. On ne va pas l'utiliser pour crypter tout un texte. On va seulement crypter, par exemple, la clé. Et avec la clé, on va crypter peut-être le texte. D'accord? Ici, Mariam Ali me dit si ce n'est pas premier, si P n'est pas premier, le reste est nul. Ça dépend. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Donc ici, quelle est la différence entre cet algorithme et celui-là? Hakim? Dans le premier, on va calculer, chaque fois on va multiplier par G. Mais Exact. dans le deuxième, on va à chaque fois faire une itération, calculer le modulo, puis multiplier. C'est Du coup, on n'aura pas calculé le modulo d'un grand nombre. exact.
Donc ici, le A, on est sûr qu'il est inférieur à P. Ok, donc, ici. Donc, dans cet algorithme, le A est inférieur à P. N'est-ce pas? Parce qu'on calcule le modulo à chaque fois. Alors que là, il faut d'abord calculer G à la puissance A, donc qui peut être très grand, avant de calculer le modulo à la fin. Donc ici, c'est un algorithme plus efficace dans la mesure où il manipule des nombres tous inférieurs à P. Alors que celui-là, il augmente. Ok? Donc, c'est intéressant donc de comparer le temps d'exécution des deux algorithmes. Pour simplifier, vous pouvez prendre G est égal P sur 2. D'accord? Vous pouvez essayer de voir justement le temps. OK. Des questions? C'est bon? Okay. Donc, ici, on va revenir ici. Donc, on va essayer donc de calculer l'exponentiation discrète. Donc, supposons qu'on veut calculer x à la puissance 23. À quoi est égal x à la puissance 23? C'est x fois combien? X Fois X, fois x. 23. Combien de fois? 23. 23 fois, n'est-ce pas? Donc ici, je vais mettre comme ça pour dire fois, ici x. 23 fois. Combien est-ce qu'on va faire de multiplication? 23 multiplications. 23 fois. Si on initialise par 1, si on initialise par x, on va faire que 22 fois. N'est-ce pas? Si on utilise le premier algorithme, donc on l'initialise au début à 1, donc il faut le faire de 1 jusqu'à 23, donc ça fait 23 multiplications. N'est-ce pas? Mais si on initialise la première valeur à x, donc on va partir de 1 jusqu'à 22. On va faire 22. 22 fois. Donc ça va nécessiter, si on le fait comme ça à la main, ça va nécessiter 22 multiplications. Donc, la question que je vous pose, peut-on faire moins de multiplications que 22? Pour calculer x à la puissance 23. Combien allez-vous faire de multiplications? Ah. Ok. Donc, je reviens maintenant à la remarque de Sophia Alamo. Il dit que si le temps est important, peut-être Fouad peut détecter le message, dépendamment du temps. Donc, si lui, il a des informations sur le temps de calcul, il peut peut-être déduire la valeur. Ok, donc ça, c'est ce qu'on appelle la... Parce que lorsque vous avez accès, par exemple, à l'énergie consommée par un processeur, vous savez combien est-ce qu'il fait de calcul et vous pouvez avoir une idée de la clé qu'il calcule ou de l'information qu'il calcule. Donc ça, c'est un type de piratage, si vous voulez, ou de détection, de cryptanalyse, de détection donc, de l'algorithme ou des valeurs cryptées. Donc, qui se base sur le fait que on a des informations sur l'énergie ou sur quelques pins du circuit. Donc, on a accès physiquement à un circuit, donc on est capable d'avoir une idée de ce qui se passe à l'intérieur.
Bien. Donc, j'attends la réponse à ma question. Peut-on faire moins que 22 multiplications pour faire ce produit? Non, non. Non? Oui, je vois non. On peut faire moins. Ah, donc j'ai une date qui me dit régner les termes x à la puissance i. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bonjour monsieur. Oui, Alors au lieu de calculer fois x, on peut calculer par exemple x à la puissance, je sais pas, un nombre. oui. Donc le calcul, ça sera sous forme de des multiplications des x à la puissance, par exemple 2 ou 3 ou Ok. quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que j'écris? Donc, l'idée est bonne, mais explique-moi. Donc, par exemple, l'idée est la suivante. Je ne sais pas ici, par exemple, ça c'est x au carré. Ça c'est x au carré. Ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qu'on calcule deux fois. On peut la calculer une seule fois et multiplier, au lieu de multiplier par x, on multiplie par ce qu'on vient de calculer. Autrement dit, on peut calculer par exemple x au carré, ça va nous faire x fois x, mais après faire le carré de ça. Donc ça va nous faire combien de multiplications ici? Ça va nous faire une première multiplication pour calculer x carré, et après on va mettre le tout au carré, donc ça va nous faire deux multiplications. Au lieu d'en faire trois, on va pouvoir calculer x4. Donc, au lieu de faire trois multiplications, on va faire que deux multiplications. L'idée, c'est ça. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Combien est-ce qu'on va faire de multiplication? Donc, essayez de me dire combien. Donc, je vois quatre multiplications. Non, peut-être pour cette question. Pour x4. On aura 11 Pour multiplications. combien? 11. 11. Comment tu écris? Donc, 11, comment tu obtiens 11? Comment tu as obtenu 11? Comment tu as exprimé x à la puissance 23? Alors, c'est pour x à la puissance 22. Alors, x à la Ok, puissance d'accord. 22. Ok, ok, x à la puissance 22, oui. Donc, on fait la même. On fait x à la puissance 2, le taux au carré. Puis, le taux au carré, encore une fois. Puis, on augmente les carrés jusqu'à arriver à x à la puissance 22. X Mais seule on fois. va pas, x 22 n'est pas une puissance de 2. Donc, si on élève successivement, on va pas trouver x à la puissance 22. Ok. Donc, c'est sûr qu'on va dire que c'est quelque chose au carré multiplié par x. Peut-être c'est ça ce que tu voulais dire. Oui, pour Ok. 23, oui. C'est quoi, qu'est-ce qui est au carré? Qu'est-ce La, qu'on la doit pu- voir ici? la puissance de 2 inférieure à 23, c'est 16. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on doit avoir ici, à l'intérieur des parenthèses? Quelle valeur? X à la puissance combien? Ok, donc j'ai de bonnes réponses. C'est x à la puissance 11. Donc, je vais l'écrire comme ça.
x à la puissance 11. Donc ça, c'est supposé être un x. Donc, vous voyez, x à la puissance 11 au carré, ça donne x à la puissance 22 multiplié par x, ça donne bien x à la puissance 23. N'est-ce pas? Mais à son tour, le x à la puissance 11, on va le décomposer comme étant x, quelque chose au carré. Quoi? X à la puissance 5. X à la puissance 5. D'accord? Donc, on voit bien que 2 fois 5, ça donne 10, plus 1, 11, au carré 22, et x, donc ça donne 23, donc on a bien. Et après, donc, on va à son tour le x au première parenthèse, deuxième parenthèse, donc ça, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Ok, d'accord. Juste écrire ça au carré et x. Donc, on va décomposer x à la puissance 5. X à la puissance 5, c'est x à la puissance 2 fois x. Vérifions ce qu'on a. Donc, nous avons ici 2 fois 2, ça donne 4, plus 1, 5, fois 2, ça donne 10, plus 1, 11, fois 2, ça donne 22, plus 1, 23. Donc, on a bien l'égalité. Maintenant, comptons combien est-ce qu'on a effectué de multiplication. 7 multiplications. Combien? On a fait 7. 7, d'accord. Donc, on a ici une multiplication pour calculer x au carré. Une deuxième multiplication pour calculer x à la puissance 4. Une troisième multiplication. Une quatrième. Pour calculer le... D'accord. Pour calculer le carré. Une cinquième pour la multiplier par x. Une sixième pour calculer le carré. Une septième pour multiplier par x. Donc, ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça nous donne 7 multiplications. Au lieu de combien? Au lieu de 22. Au lieu de 22. D'accord? Au lieu de 22, donc c'est la bonne réponse. Donc, vous allez me dire, peut-être ça ne vaut pas la peine. Lorsque n est petit, ça ne vaut pas la peine. Mais lorsque n est grand, parce qu'ici, on va manipuler des nombres très grands. Et comme plus on veut de fiabilité, plus on doit augmenter le P, et par conséquent le G. Donc, le G à la puissance A sera très grand. Donc, on a intérêt à trouver un algorithme efficace, plus efficace. D'accord? Donc, c'est ça ce qu'on va utiliser pour l'exponentiation. Est-ce que c'est clair déjà? Oui, oui. C'est clair pour tout le monde? Donc, voyez-vous qu'on a réussi quand même à réduire le nombre de multiplications. Donc, on ne fait pas la multiplication directement. Donc, on fait la multiplication. Donc, en tenant compte un peu de l'exposant. Donc, ici, donc, on va voir le premier algorithme. Donc, ici, en fait, c'est la même discussion que tout à l'heure. Donc, on veut calculer ce nombre-là. Un calcul direct va nécessiter 22 multiplications et un calcul, disons, plus intelligent va nécessiter moins de multiplications. Dans ce cas-là, seulement 7 multiplications. C'est clair? Donc, à partir donc, de l'exemple qu'on a vu, on peut avoir deux fonctions, en fait, deux algorithmes. Celui-là, il est récursif, celui-là, il est itératif. Donc, si n est égal à 0, on va retourner 1. Donc, ça, ici, on veut calculer x à la puissance n, vous l'avez bien compris. Donc, si n est égal à 0, donc on va retourner à 1.
Si n est impair, on va retrancher un 1 de n et on va retourner a fois x. On va retourner a fois x. Sinon, donc on suppose que n est pair. À ce moment-là, on va diviser n par 2. Il est pair, on va le diviser par 2. Et ce qu'on va retourner, c'est a au carré. Est-ce que vous pensez que ça marche? Oui, monsieur. Donc, on va faire la trace. On va calculer x à la puissance 23. Donc, est-ce que n égale à 0? Non. Est-ce que n est impair? Oui, Donc, on va calculer x à la puissance n 22. moins 1. Donc, on va calculer 22. x à la puissance 22. D'accord? Lorsqu'on fait ce calcul, donc en fait, on va faire cet appel. Est-ce que n égale à 0? Non. Est-ce que n est impair? Non, c'est pair. Plutôt, on va faire ça. Donc, on va appeler la fonction avec x 11. 11. 11. 11. Donc 11, est-ce que n égale à 0? Non. Est-ce que n est impair? Oui. Donc on va faire l'appel avec x et n égale à combien? À 10. À 10. Donc on continue. Si vous avez suivi, donc on va appeler x et à n à quoi égale? 5. Après, on va appeler avec x et 4. 4. Ok, donc je suis obligé d'aller par là. Donc x à la puissance 2 2. et x à la puissance 1. Et ici, en fait, on va appeler, il est impair, on va x à la puissance 0. Ok. Donc, on est à Maintenant, je vais changer de couleur juste pour dire que on va faire les retours de la récursivité. Ah, j'ai perdu tout ce que j'ai fait. Ok, j'espère que vous vous rappelez de ce qu'il y avait. Donc, de 23, on est passé à 22. Après, on est passé à 11. On est passé à 10. On est passé à 5. Après, à 4. Après, à 2. Après, à 1. Et après, à 0. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va retourner à 1. Donc, on va avoir un 1. Et après, ici, on va retourner à. On va retourner au fait a au carré. D'accord? Donc, ici, en fait, on va retourner. On va retourner à a. carré. Ici, on va retourner à a au a. Carré. On va retourner à a. Ici, on va retourner à 1. Ici, on va retourner un a. Principe, ici, on va retourner un a au carré. Ici, on va retourner un a à la puissance 4. Ici, on va retourner un a à la puissance 5, puisque c'est ax, alors que dans les autres cas, c'était impair, donc on a retourné le carré. Ici, on va retourner à a puissance 10. Ici, on va retourner a à la puissance 11. Et ici, on va retourner a à la puissance 22. 22.
Et là, en fait, on va retourner donc A à la puissance 23. C'est 23. D'accord? Donc ça, c'est l'algorithme récursif qui un peu décrit la méthode. On peut avoir un algorithme itératif donc, qui peut s'écrire de cette façon-là. Et je vais vous demander de faire la trace de cet algorithme pour n égale 23. Allez-y. Vous me dites si ça marche ou non. Monsieur, à quelle heure on termine? Pardon? À quelle heure on termine? On termine dans 3 minutes. D'accord. D'accord? Le temps que vous terminez cette trace. Est-ce que ça marche? Donc, faites cette trace. Et pour la semaine prochaine, donc vendredi, donc on va voir cette trace. Donc, la trace, on va la voir dans la séance prochaine, donc celle du vendredi. Par contre, pour lundi, donc vous avez donc le TP suivant, j'imagine que c'est le TP3. Donc c'est cet exercice-là. Donc ça c'est TP3. Donc essayez de répondre à cet exercice. J'ai créé sur Moodle des groupes donc composés de 4 personnes chacun par ordre alphabétique, donc toujours comme ce que j'ai fait. C'est possible que la liste que j'ai n'est pas exactement la même que ce qu'il y a sur Moodle. Je pense que c'est la même. Donc, ce qui fait que peut-être vous devez changer quelques groupes. Peut-être que quelques personnes vont passer d'un groupe à un autre par rapport au TP précédent. Du groupe va soumettre le TP3.